Au nord de Moulins, dans le bocage bourbonnais, l'Allier dessine des méandres sauvages autour des bancs de sable. Estelle, la naturaliste, retrouve d'autres fins connaisseurs de la rivière. Ils ont pris place à bord de Futreau, ces barques en bois traditionnelles. Durant la journée, le groupe va parcourir une vingtaine de kilomètres jusqu'au plus beau village de la région. Pour moi, c'est certainement une des plus belles rivières d'Europe. Mais en même temps, sûrement, il y en a d'autres. Celle-ci, elle est au pied de ma maison. Et je m'embarque et c'est le dépaysement total. Hein. C'est un espace d'aventure formidable, formidable. Au cœur de l'été, le niveau du cours d'eau est au plus bas. Les bateliers doivent slalomer entre les bancs de sable. Ils n'ont ni gouvernail ni moteur pour diriger ces embarcations à fond plat qui pèsent plus de 600 kilos. On cherche la route, là. On a une grève de sable en plein milieu du lit. Et ça risque de passer, mais juste, là. C'est un détroit de rivière que je connais bien. Et en fonction de la lecture des eaux, je sais à peu près où on va passer. Mais on peut se tromper aussi. L'équipage doit éviter de s'échouer. Attends, Thibaut. Droit devant, les gars. Un souci. Droit devant. David, envoie. On passe dessous. Thibaut, tu fais gaffe. Pour trouver de la profondeur, il faut raser les berges. À toi, Thibaut, là. On a l'impression que c'est une petite rivière calme, mais il y a pas mal de courants et beaucoup d'obstacles. Et en fait, on se fait vite emporter et on peut très vite avoir un accident. Un peu plus loin, un arbre les contraint à rebrousser chemin. Ah là, c'est mort. Hein. On est passé il y a 2 jours, les gars. Les bateaux sont obligés de naviguer à contre-courant pour trouver un passage. Après 10 minutes, les mariniers peuvent reprendre leur descente. Équipés d'une simple perche en bois, ils effectuent les mêmes gestes que leurs prédécesseurs il y a plus de 150 ans. C'était une rivière très fortement utilisée parce que les chemins jusqu'au XVIIIe siècle étaient encore moins praticables. Donc c'était l'axe qui a permis au Massif central et à l'Auvergne de se désenclaver en la reliant à l'Atlantique et à Paris. Jusqu'au XIXe siècle, l'Allier était une autoroute fluviale. 2000 bateaux empruntaient le cours de la rivière chaque année, avec à leur bord du vin, des céréales ou du bois. Les embarcations pilotées par seulement 2 personnes pouvaient transporter jusqu'à 25 tonnes de marchandises. Il leur fallait une quarantaine de jours pour rallier Nantes ou Paris. Le voyage vers la capitale était un parcours du combattant. Après avoir descendu l'Allier, les bateliers suivaient la Loire jusqu'au canal de Briare avant de déboucher sur la Seine. Une fois arrivés, ils revenaient à pied à leur point de départ. Quand ils arrivaient à Paris, la descente étant beaucoup plus aisée que la montée, les bateaux étaient vendus pour faire du bois de chauffage. Après 4 heures de trajet, Emmanuel fait une découverte dans la rivière. Et là, il y a un truc bizarre, les gars, droit devant. C'est une grande pirogue. Ah oui, oui. Ce type de pirogue a été utilisé sur l'Allier pendant plus de 2000 ans.
Il y a quelque chose ici, là, juste à sa base. Elle est évidée, là. Les toutes premières pirogues, en fait, c'était des troncs d'arbres qui étaient simplement évidés. Voilà, Donc ce qu'on appelle les pirogues monoxyles. C'est énorme, hein. C'est très très large. En fait, l'Allier n'est qu'une vaste étendue de sable avec à l'intérieur tout un tas de trésors enfouis. Il y en a une petite dizaine sur toute l'Allier qui ont été trouvés, entre 1000 et 2000 ans. Ce qui est impressionnant, c'est le gigantesque du truc. Demain, ils signaleront l'emplacement exact de la pirogue aux archéologues qui étudient le bassin de l'Allier. À quelques kilomètres de leur destination, le groupe atteint une zone peuplée par de nombreuses espèces d'oiseaux. Là, on est sur un des nombreux talus d'érosion donc créés par la rivière. Tous ces petits trous, en fait, c'est le nid de l'hirondelle des rivages. Et donc, ces oiseaux doivent tous les ans, quand ils reviennent sur l'Allier, refaire leur nid. Donc, c'est un trou qu'ils creusent jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il y a un nid de cigogne. Un peu plus loin, des cigognes ont élu domicile sur des peupliers. Pour nourrir tout ce beau monde, il faut un milieu qui foisonne de vie. À travers toute la mosaïque de milieux naturels, elles peuvent trouver tout un tas d'espèces animales pour manger. Donc ça se nourrit notamment d'amphibiens, de grenouilles, crapauds, serpents, petits mammifères. À mon avis, il va falloir aller chercher là-bas à bas. En milieu d'après-midi, l'équipage approche enfin de l'un des plus beaux villages de France. Il se cache encore. Apremont-sur-Allier est la seule bourgade du Bourbonnais à être bâtie près de la rivière. Sous l'Ancien Régime, c'était un haut lieu de la navigation fluviale. Les bateliers devaient s'acquitter ici d'un droit de passage. Estelle et Emmanuel se rendent au pied du château. La façade de la maison des mariniers révèle l'histoire tumultueuse de la rivière. Là, il y a la crue de 1875, qui est une crue dont on ne parle pas beaucoup, mais qui était déjà très conséquente. Et puis là c'est les crues c'est marrant, c'est les crues d'automne là sur le côté. 1836. Et alors là, ouais, c'est vrai. 1866. Vous imaginez le volume que ça représente. Ouais, ça commence à faire. Alors, on a même eu une crue encore plus conséquente en 1790, mais là, je sais pas. Donc là, on doit être à 2 mètres, 2,50 mètres du sol. On a très peu de repères de crues en fait sur tout le territoire du Val d'Allier, Bourbonnais et en aval, parce que en fait les maisons sont relativement éloignées. C'est très précieux de ces repères de crues parce qu'on en a vraiment très très peu. Des beaux trésors, autant qu'ils sont rares. Dans les années 60, un paysagiste a créé de toutes pièces un jardin botanique au cœur du village. Pour cet Éden, il a sélectionné des plantes du monde entier, plus de 1500 variétés de fleurs et d'arbres. Le parc s'étend sur 5 hectares et est classé parmi les plus beaux jardins de France. Pour ajouter à cet ensemble des petits étangs, le frère de l'actuel propriétaire a fait détourner le cours d'un ruisseau et déplacer plus de 600 tonnes de rochers. L'idée, ça a été de se servir de cette vallée en créant 3 petits plans d'eau qui sont comme des grandes marches liquides qui mènent toujours au point bas, qui est l'Allier. Dans la tradition des jardins anglais du XVIIIe siècle, le paysagiste a ajouté une touche d'exotisme en faisant bâtir des petits pavillons, des folies. On faisait voyager les gens par des images ou des petites constructions très légères, tantôt en Chine, tantôt dans l'Empire immense russe, tantôt en Inde, en Orient. Il a même fait élever un pont chinois recouvert de feuilles d'or. C'est l'attraction du lieu.
C'est un des ponts qu'on n'avait pas recensé sur l'Allier. Voilà, Il est moins soumis aux humeurs de l'Allier. Il restera plus longtemps que certains. nous gravissons la montagne. La dernière folie, le pavillon russe, est situé au sommet de la colline. Donc là, on va découvrir une vue sur la rivière. Voilà, si vous vous retournez, tout l'Allier rentre dans le jardin, rentre dans le village et rentre dans nos yeux. Ah oui. On imagine les grandes voiles déployées à la remonte. Pour Estelle et Emmanuel, c'est l'heure du retour. L'équipage doit remonter le courant à la voile. C'est un moment privilégié. Le vent vient du nord et va pouvoir pousser le futreau. C'est bon les gars. T'as pas un rachat là-bas, David, devant? En cette fin de journée, les conditions sont optimales. Redresse. Là, on talonne une gravière, mais ça va passer. Ok. Faut qu'on fasse gaffe à pas racler de la piautre. Thibaut, tu te prépares. À mon avis, t'es trop cerclé, t'es trop serré. T'auras pas le temps de libérer. Chaque geste est précis. Voilà. L'Allier est la sœur jumelle de la Loire, mais est très méconnue. On ne s'imagine pas, en fait, quand on est aux abords dans les prairies ou les champs de culture, qu'on est ce joyau au beau milieu de la France. C'est vrai que c'est une toute beauté, c'est magique. Ce qui est important, c'est d'être heureux là où on habite. Moi, j'aurais habité au bord de la mer, j'aurais été sur la mer, c'est une évidence. Je suis en plein milieu du centre de la France, il y a une magnifique rivière qui la traverse, et je navigue dessus. Comme aux plus belles heures de la batellerie, Estelle et Emmanuel entretiennent la mémoire de cette rivière sauvage au patrimoine unique.